ce qu'on va faire. Alors, on va lancer un petit live. Hein. On va lancer un petit live vite fait pour mobiliser. Essayer de rappeler aux frères camerounais, aux compatriotes, la nécessité, l'utilité, n'est-ce pas, l'indispensabilité, n'est-ce pas, des villes mortes. Oh là là, ce truc comme ça m'énerve. Bonjour mes amis, hein, bonjour mes amis du côté de... Alors là, je ne sais pas ce que j'ai touché pour que là, pareil... Alors, excusez-moi, hein, parce que j'ai dû toucher quelque chose là sur TikTok. Ça avait mon appareil tout rouge. Je déteste l'image rouge comme ça. Pourquoi ça me fait ça? Excusez-moi. Hein. Bonjour Brian Sawa, bonjour. Alors... Voilà, je préfère avoir un écran tout blanc comme ça. Naturel. Non, je veux un écran normal. Bref. Bien, bonjour à tous et à toutes. Hein. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute et défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous plaira, vie, force, santé à vous. Pluie des bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungon, grand notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Je fais la vidéo pour attirer l'attention de mes frères qui pensent qu'on peut faire des omelettes sans casser des œufs. Je fais la vidéo pour attirer l'attention des Camerounais qui pensent que on peut arriver au changement sans faire des sacrifices, sans consentir de véritables sacrifices. Nous voulons arriver à un changement. Le changement impose le renversement du régime actuel. Et le renversement du régime actuel passe par sa fragilisation. Sa fragilisation, ça passe par quoi? Par les boycotts, par des villes mortes et tout le reste. Donc, on ne peut pas partir du jour au lendemain comme ça, arriver au changement sans sacrifice. Dans ce sacrifice-là, à la nation, il y a ceux qui vont mourir, il y a ceux qui iront en prison, il y a ceux qui vont perdre leur emploi, il y a ceux qui vont perdre leur business, il y a ceux qui vont rester en exil, il y a ceux. Il y a ceux même qui vont mourir sur les lits d'hôpitaux. C'est pour ça que le blocage qu'on fait, le blocage, on ne le fait pas pour trop longtemps. Parce que si on le fait pour trop longtemps, on impacte tout le monde. On impacte même certains secteurs d'activité clés de la République. Et ça peut même dangereusement parfois se retourner contre les auteurs. C'est pour ça qu'on le fait en compte-gouttes. Donc ça, c'est une preuve encore que le président Issa Chiroma a compris la nécessité des villes mortes.
C'est pas pour rien qu'on fait des villes mortes pendant quelques jours. Après, on fait le ravitaillement. On laisse le temps aux gens de se ravitailler. Après, ils relancent encore les villes mortes. Chaque jour qu'il y a ville morte, l'État paie des milliards. Au moment où l'État est en difficulté. Donc, c'est une façon de pousser l'État illégal, le pouvoir illégal à négocier. Or, il n'y a pas autre sortie, autre forme, n'est-ce pas? Il n'y a pas de négociation possible. Il y a une seule porte de sortie à Paul Biya. Paul Biya doit partir pour laisser le président Tiroma prendre le pouvoir et reconstruire le pays. Faire une transition. Organiser les élections libres et démocratiques. Donc, si on veut prendre des sacrifices en termes de sacrifices, il faut savoir que le président Tiroma lui-même en chef, n'est-ce pas? Le président Tiroma en tête subit également, parce que certains, comme je vois certains hystériques, pro-Kamto, anti-Tiroma, qui insultent tous les jours, ils disent qu'il a fui. Il a fui en Gambie. Il faut comprendre que partir de son pays n'est pas chose facile. Donc, vivre déjà l'exil, c'est vrai qu'il le fait pour de bonnes raisons, mais il faut comprendre que quand on parle des victimes, les victimes aussi, c'est ceux-là parfois, c'est des gens qui n'ont rien demandé. C'est des jeunes parfois, des jeunes enfants qui subissent aussi dans toutes ces choses-là. N'oubliez pas qu'il y a des membres de la famille de Tiroma qui ont été attaqués. Et comprenez-moi très bien, quand je parle des victimes ici, il y a certes les gens du troisième âge, il y a certes des gens qui ont peut-être la cinquantaine, la soixantaine et tout, mais je parle des véritables, des principales victimes, n'est-ce pas, de ce système. Les principales victimes de ce système, ce sont des gens comme nous. C'est-à-dire que c'est des enfants camerounais. C'est des Camerounais lambda, mais beaucoup plus la jeunesse. Les gens qui ont déjà 50, 60 ans, 70 ans en montant, ils ont déjà vécu une bonne partie de leur vie. Si tu perds ta vie à 70 ans, 71, 75 ans, 76 ans, tu n'as pas plus perdu qu'un enfant de 8 ans qui a pris une balle dans sa tête l'autre jour dans les rues de Douala. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas présenter les gens sans cesse comme des victimes. D'accord, tout le monde est victime. On est à des degrés divers, on est à des degrés différents. Les gens ne sont pas victimes au même niveau. Quelqu'un qui perd sa vie à 9 ans n'est pas pareil que quelqu'un qui a perdu sa vie à 90 ans, qui avait déjà tout vécu, qui a été grand-père, qui a été arrière-grand-père ou grand-mère avant de mourir. Ce n'est pas pareil que quelqu'un qui n'a encore rien fait de sa vie. Donc, Fatima Diallo, tu seras bloqué tout simplement si tu remets ce genre de commentaires ici. Fatih, du coup, Tiroma est devenu votre référence politique et morale. Voilà. Je suis en train d'expliquer quelque chose de très simplement. Les mêmes gens, les Kamtouriens, viennent encore avec les insultes. Donc, tu continues, tu seras purement et simplement bloqué. Tiroma est le choix du peuple camerounais. Que ce soit par accident, que ce soit parce qu'il est le diable, que ce soit parce qu'il a été voté par défaut, les Camerounais par millions se sont levés, ils sont allés voter Issa Tiroma Bakari. Il faut respecter le verdict des urnes. Il faut respecter ces Camerounais-là. Vous n'êtes pas plus intelligents que ces millions de Camerounais qui se sont levés, qui ont payé leur transport, qui se sont déplacés, qui sont allés voter, qui ont surveillé leur vote jusqu'à minuit. C'est mon cas. Donc, Fatima Diallo, vos questions mal placées, c'est comme ça quand on répond. Après, c'est vous qui attaquez encore, vous attaquez, et ça devient après une histoire de pro-Kamto, corps contre la Gambie. Maintenant, on est dans une histoire de Népal contre la Gambie. Je suis en train de faire mon live tranquillement. Ne pose pas tes questions bidons ici. Tiroma a été voté. Tiroma n'est pas notre référence politique et morale. Ma référence politique et morale, c'est Maurice Kamto. C'est vous, dans vos cerveaux de moineaux, de souris de laboratoire que vous êtes, c'est vous qui avez décidé du jour au lendemain que, comme nous soutenons Tiroma, ça veut dire que nous avons cessé d'être des pro-Kamto. Vous êtes qui pour décider? Qui êtes-vous pour décider? On a sorti Kamto arbitrairement d'une élection. Vous voulez obliger les gens à ne pas soutenir quelqu'un d'autre parce qu'on a retiré Kamto.
Si on a retiré Kamto, les autres ont décidé de continuer, on devient maintenant les diables. Nous, on devient maintenant les diables dans l'histoire. On a pris l'argent à Tiroma, nous sommes des vendus, nous sommes des traîtres et autres. Il faut arrêter vos choses là. Je vois le commentaire de quelqu'un ici, les bâtards qu'on appelle les Kamto ou rien là, les bandes de chômeurs, des éternels chômeurs devant Dieu et les hommes là, avec votre gourou et Kanga là. Vous mettez un commentaire déplacé ici, je vous bloque. Demandez à votre gourou d'aller trouver un travail. Depuis 12 ans en Europe, il n'a jamais eu une fiche de paye. Le gigolo qui se fait nourrir, je ne sais pas, par les femmes à gauche, à droite là. Vous sortez de mes oreilles avec vos conneries. Vous mettez un commentaire comme ça ici, je vous bloque, tout simplement. Vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs. Donc, je suis en train d'expliquer les choses calmement et posément. Dans l'histoire de tous les peuples, c'est comme ça que ça se passe. Il y aura toujours des sacrifices à faire. Il y a 30 millions de Camerounais. Si on a 30 millions de Camerounais, il y a peut-être 3 millions, 5 millions, 6 millions, 8 millions qui vont faire des sacrifices, qui vont payer le prix de la libération. Il y aura 20, 22 millions peut-être qui vont en profiter sans avoir véritablement fait des efforts et des sacrifices. Peut-être au même niveau. Ils vont peut-être faire des sacrifices, mais peut-être pas au même niveau que les autres 8 millions ou 6 millions. Mais l'histoire de l'humanité, elle est faite ainsi. Voilà les tarés de Paul Biya qui viennent dire qu'on veut la souveraineté monétaire. Paul Biya est là depuis 43 ans. Est-ce qu'il a déjà abordé un seul jour la question du franc CFA? Maintenant, comme c'est Tiroma qui pointe, vous venez dire que non, vous voulez la souveraineté. Mais votre Dieu Biya est là depuis 43 ans. Il n'a jamais abordé la question de la souveraineté. Vous allez finir par énerver les gens. Et on va aller puiser dans nos propres erreurs pour parler. Et plus là, les gens sont en train de parler, vous poussez les gens à parler parce que vous, sans cesse, vous êtes en train de les pousser à bout. Il faut m'arrêter ça. Si on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des choses à dire. Ou qu'on n'a pas, on ne traîne pas des casseroles dans notre propre camp. Il y a des choses qu'on ne dit pas parce qu'on veut protéger notre propre camp. Non, non, Asibi ne bloque pas. Asibi, d'ailleurs, je ne sais pas comment on débloque quelqu'un sur TikTok. Je ne sais pas comment on débloque les gens. Non, il y a des gens, ça dépend, tu peux les bloquer. Il y a d'autres, non, ne les bloque pas. J'ai vu, je sais pas si c'était quand hier ou avant-hier, tu as bloqué certains profils, dont les caresses Bailey, tu as bloqué encore un autre là. Je ne voulais pas forcément que tu les bloques, que tu laisses certains donner leur avis. Mais après, si ça devient déjà des insultes, tu peux bloquer. Si je te donne le nom de quelqu'un, tu bloques. Mais si je ne te donne pas le nom de quelqu'un, ne bloque pas s'il te plaît. Je t'en supplie. Bon, là, quand ils font comme ça, ils me font perdre le fil de l'idée. Alors, je voulais développer ceci en expliquant les choses très simplement. On est parti de 400 ans d'esclavage. C'est-à-dire que on est venu dans un monde, les Occidentaux sont arrivés, les Arabo-musulmans sont arrivés sur un continent africain qui avait... Il faut arrêter vos conneries de fonds monétaires africains. C'est des gens du RDPC qui viennent distraire les gens. Le fonds monétaire africain, c'est une fabrication qui n'a aucun sens. Le projet est là depuis des décennies et des décennies, ne l'ont jamais appliqué. Maintenant, on vient distraire les Camerounais avec le projet. Bon, on ne va pas entrer dans ça. Muammar Kadhafi avait aussi il avait également ses projets pour distraire les gens. Donc, je suis en train de dire ceci. On est parti, nos ancêtres, depuis la nuit des temps, ont toujours fait des sacrifices. Je ne comprends pas pourquoi la génération actuelle veut que cela s'arrête. Alors que la géopolitique mondiale actuelle, l'actualité politique nous impose de mener des luttes encore plus âpres même qu'à l'époque de nos ancêtres. Ça veut dire que eux qui sont des pionniers, ceux qui avaient posé les jalons, les bases de la civilisation africaine, à l'époque avaient eu affaire à des défis. Les défis, c'est qu'en face, il y avait toujours les ennemis qui venaient de l'Occident
où la plupart du temps, il n'avait que la neige, des glaces et tout qui poussaient les populations, n'est-ce pas, dans la précarité. Hein? Des gens qui n'avaient pas parfois de quoi manger parce que sur un an, ils avaient peut-être 6-7 mois de neige pratiquement. Les gens n'avaient pas de quoi manger, les gens n'avaient pas de quoi, n'est-ce pas, s'amuser. C'est-à-dire qu'ils étaient en survie permanente. Alors, il fallait aller lutter. Il fallait aller attraper des biches. Il fallait aller attraper, je vais attraper des porcs-épics, aller poursuivre, pour chasser des sangliers partout, pour se nourrir. C'est même d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de société, on parle du patriarcat en Occident, on parle du patriarcat dans le monde arabo-musulman. Pourquoi? Parce que ce sont des sociétés où les femmes, pour ceux qui ne comprennent pas très bien la notion de patriarcat, alors qu'en Afrique on parle de matriarcat, c'est-à-dire que, j'explique ça pourquoi, pour qu'on comprenne très bien, c'est-à-dire que les ancêtres ont toujours eu à relever des challenges, des grands défis. On partage, s'il vous plaît, on partage, on tapote. C'est-à-dire que la femme, n'étant pas physiquement plus forte au même niveau qu'un homme, était obligée d'attendre dans des grottes en Occident pour que l'homme qui était plus puissant, plus costaud, plus fort et plus résistant face au froid puisse sortir pour aller braver le froid, la neige, les glaces et tout ça, pour attraper des animaux et ramener dans la grotte. Et la femme se chargeait de préparer parce que les conditions naturelles du milieu dans lequel il vivait faisaient que la femme n'ayant pas la même puissance physique ne pouvait pas se permettre de se déplacer au même rythme que l'homme. D'où on parle de patriarcat, où c'est l'homme, c'est à travers l'homme que tout se faisait. Les civilisations étaient bâties par des hommes, la société était contrôlée par des hommes, les lois et tout le reste étaient régis par des hommes. Parce que le contexte de l'époque l'imposait. Contrairement au contexte actuel où une femme, si elle a fait des études, peut être avocate. Il y a des métiers qui sont devenus des métiers intellectuels, des femmes peuvent également intégrer ces métiers. Or, les métiers, la plupart du temps à l'époque, c'était plus des métiers physiques. Et donc, ça demandait de la force. Si on va du côté du monde arabo-musulman, c'est le même contexte où les gens ont grandi. La plupart du temps, leurs civilisations se sont développées dans des zones où ils ont été obligés d'aller puiser chez les peuples qui étaient des peuples qui ont grandi dans la félicité, qui ont grandi dans la joie, dans l'allégresse, qui ont bâti des civilisations, qui étaient des peuples stables, qui sont les peuples africains. Et donc, quand tu es stable, tu t'es sédentarisé, tu peux donc développer, tu peux bâtir une civilisation. Puisqu'on ne bâtit pas des civilisations dans le nomadisme. Donc, les paradis sur terre, c'était l'Afrique. Et donc, en bâtissant ces civilisations, il y a forcément des agresseurs qui venaient de partout pour venir s'attaquer à nous. Donc, nos ancêtres, depuis la nuit des temps, c'était pour arriver là, ont eu à se battre. Dans la civilisation, chez les arabo-musulmans, ils étaient dans des conditions très complexes où ils mangeaient des oignons à longueur de journée, tous avaient mal à l'estomac. Quand ils trouvaient une biche dans le désert, tout le monde courait derrière la biche pour attraper la biche et la manger. Parce que si les gens ne mangeaient pas ça, ils mouraient. Il n'y avait pas de possibilité. Les femmes n'allaient pas courir derrière les biches dans le désert. Donc, les hommes ont finalement pris le pas parce que le contexte de l'époque obligeait les hommes à sortir, aller braver le soleil, braver le désert avec tous les dangers, avec les animaux dangereux à l'intérieur, des scorpions, des poisons et tout ce que vous pouvez imaginer dans le désert, qui est un environnement hostile à l'homme. Mais les hommes étaient obligés de braver tout ça pour trouver à manger. Donc les femmes restaient à la maison, attendre le butin, attendre, je vais dire, les repas qui venaient des hommes et autres. Pendant qu'en Afrique, les femmes se levaient le matin, on va derrière la cour, on récolte du vin blanc, on va à gauche ici, on récolte du vin rouge, on va à côté, on jette un grain de maïs, ça pousse seul, tu pars, tu récoltes même des choses que tu n'as pas semées, tu as des animaux partout où tu peux faire de la chasse. Donc la femme n'avait pas forcément dans le contexte africain besoin de l'homme, en fait, elle ne dépendait pas de l'homme. Donc les civilisations pouvaient être bâties par des femmes, les femmes pouvaient avoir le temps d'aller de vaquer à les occupations, les femmes étaient des reines, les femmes étaient... Donc il faut faire comprendre aux Africains que la lutte ne s'est jamais arrêtée. Je parle des contextes lointains pour expliquer quelque chose qui est très simple, pour qu'on se comprenne. C'est-à-dire que la génération actuelle pense que on peut arrêter le combat. Non, nous devons mener le combat d'une façon encore plus forte, plus retentissante,
Pourquoi? Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, nous sommes agressés sans cesse depuis des milliers d'années, des siècles et des siècles. Nos populations, les populations africaines que nous sommes, faisons face à une agression externe qui vient de l'Occident et surtout encore et encore qui vient de l'Arabie, qui vient qui vient de l'Arabie Saoudite, du Qatar et tous ces États wahhabites et tout, qui sont en Afrique pour financer le terrorisme, qui financent les mosquées, qui financent l'islam radical, qui financent, et toutes ces choses-là. Du côté de l'Occident, ils puisent le sous-sol, ils imposent leurs multinationales, ils créent des guerres, ils vendent des armes, ils font ceci. L'Africain n'a jamais eu un temps de répit parce que même après avoir bâti ces civilisations, il fallait les protéger. Il fallait faire que ces civilisations-là prospèrent. Il fallait se battre pendant longtemps pour maintenir ces civilisations. Il fallait préserver sa culture, il fallait préserver les sciences, la technique, la technologie, il fallait préserver le savoir ancestral, la culture, la religion et ceci. Et pour préserver cela, ça demande des luttes permanentes. Regardez ce que nous, les Kémites, nous sommes en train de faire aujourd'hui. On essaye de faire renaître ce qui était en très grande difficulté, minoritaire, qui était en train de disparaître. La culture, n'est-ce pas, et cette civilisation, nos traditions, nos rites, et la religion traditionnelle africaine. De plus en plus aujourd'hui, avec le travail que nous faisons sur les réseaux sociaux, on voit ça monte en puissance, des Africains qui s'inspirent, qui montent en puissance. On voit aujourd'hui des débats, des échanges, des gens qui, de plus en plus, affirment leur identité africaine. On voit des Noirs américains sortis des États-Unis pour venir reconnaître, n'est-ce pas, leurs racines, leurs origines. On voit des Antillais, on voit même des Arabos, nos frères, les Afro-Palestiniens, des Afro-Qataris, des Afro-Saoudiens, hein, des Afro-Yéménites et tout, qui sont au fur et à mesure, n'est-ce pas, même les frères qu'on appelle les intouchables, toutes ces populations. Donc, il y a quelque chose qui est en train de monter. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais lâché la lutte. La lutte, donc, c'est sur tous les terrains. Ça ne se limite pas sur le cas du Cameroun, si on vient dans un cadre, n'est-ce pas, restreint, reclus du Cameroun. Ça ne se limite pas à une affaire de Paul Biya parti, Tiroma président ou Kamto président. Les luttes, c'est sur tous les fronts. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, même si vous n'êtes pas sur le terrain politique, soyez dans l'activisme. Ça peut être pour la protection de la nature, ça peut être la protection des animaux, ça peut être la protection des droits des femmes vieux, ça peut être les droits des filles qu'on épouse à des vieillards de 80 ans, les filles de 16 ans, 14 ans qu'on envoie dans des contextes quand même assez compliqués, chez des gens qui sont plus âgés. Il y a tellement de luttes à mener. Tellement de luttes à mener. Il y a quelqu'un qui peut décider de créer des associations au Cameroun. Leur lutte, c'est seulement soutenir psychologiquement des familles des blessés. Parce qu'il y a tellement d'accidents de circulation dans notre pays. Il y a des gens qui peuvent seulement mener leur lutte. Par exemple, moi, je suis secouriste de formation. Je suis professionnel secouriste. Je travaille avec toutes ces organisations. Ça peut être avec des sapeurs-pompiers, ça peut être avec la protection civile. Bref, pratiquement, tous ces gens, on a sensiblement les mêmes formations. Sauf qu'il y en a qui ont un peu des grades dans d'autres compétences. Mais à la base, nous avons pratiquement les mêmes formations. Je suis secouriste, je suis formateur. Donc nous, on peut, sur beaucoup de plans, on peut aller aider les gens, par exemple, sur les bordures des routes. On dit, bon, on va prendre l'axe Douala jusqu'à Bafoussam. On forme les gens sur la route en leur disant, bon, quand il y a un accident de circulation comme ce qu'il y a eu, où c'est à Yassa, 6 morts ce matin, du côté de je ne sais où, il y a eu encore 1 mort, voilà, d'autres encore 3 morts à gauche, à droite. Non, quand on voit des gens s'approcher, qui viennent décarcasser des voitures, qui retirent des gens, parfois quelqu'un est blessé, on ne sait pas comment le positionner. Il y a des gens qui peuvent le faire, il y a des associations, il y a tellement de combats à mener. Aller former les riverains en leur disant que, par exemple, quand quelqu'un a un accident de ce genre, ne le mets pas sur telle position, mets-le plutôt à telle position. On forme des gens. Mais il y a tellement de combats à mener. On peut mener des combats pour la récupération de nos terres, par exemple. C'est des combats à mener.
Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Il y a tellement de choses à faire, tellement de combats à mener. Je ne comprends pas comment des gens ont dit fermer, on dit ville morte. Les gens laissent, ils commencent à attaquer tout le monde sur la toile en disant que vous savez ce qu'on va perdre en 3 jours, vous savez ce qu'on va subir, mais vous croyez que vous êtes venu trouver le Cameroun tel qu'il est. Les gens ont fait des sacrifices avant vous. Il y a eu la période de l'esclavage. On a dominé nos parents, mais qui n'ont jamais lâché et qui se sont toujours battus contre les oppresseurs. Ils se sont battus pour conserver, n'est-ce pas, leur héritage, leur civilisation. Est-ce que vous vous demandez un seul instant comment on a fait pour se libérer d'une bonne partie de tous ces agresseurs? Est-ce que vous vous demandez comment on a fait pour créer ce que nous appelons aujourd'hui Cameroun avec le vert, rouge et jaune comme on voit? C'est le fruit du sang, c'est le fruit du sacrifice. Aujourd'hui, on te dit en 2025, reste juste chez toi. On ne t'a pas demandé plus que cela. Reste chez toi, si tu as tes petits trucs et tout, tu achètes. On sait que c'est dur. Dans le reste chez toi, il y a ceux qui vont remplir le frigo pour 3 jours, pour 1 semaine, pour 2 semaines, parce qu'ils en ont les moyens. Mais il y a ceux peut-être qui n'ont pas de moyens, mais qui vont avoir peut-être quelques petites difficultés, parce qu'il y a des familles qui vivent au jour le jour, c'est-à-dire que c'est quand le père va au marché, peut-être il jongle vers 12h, 14h, il peut avoir un petit 1000 francs, il envoie que bon, essayez d'acheter ou alors prenez un kilo de riz chez le boutiquier d'à côté et tout ça. Après, quand il rentre, avant qu'il parte payer peut-être chez le boutiquier, il y a des familles, s'il n'y a pas 1000 francs ou 1500 à partir peut-être de 13h, 14h, 15h, la famille là peut-être va dormir comme ça, c'est difficile. Mais à côté aussi, celui peut-être qui a chargé son frigo pour 1 semaine, si toutes les voitures sont bloquées, qui a vite mort, peut-être qu'il a aussi son enfant sur le lit de l'hôpital. Et il a besoin peut-être d'aller rendre visite à cet enfant. Ou peut-être il y a un technicien qui est censé peut-être s'occuper, n'est-ce pas, maintenir, assurer la maintenance, si vous voulez, des appareils. Ça peut être électroménager ou les appareils, prenons ce qui est plus urgent. Les groupes électrogènes, par exemple. S'il y a coupure d'électricité, comment on reprend? Ouais, ça peut être même un technicien. Il y a des gens qui sont opérés, il y a des gens qui sont sur assistance respiratoire, il y a tellement de choses. Donc, il ne faut pas croire que parce que quelqu'un a à manger dans son frigo, forcément, il est à l'abri. Non. Tout le monde d'un côté ou d'un autre côté peut être défaillant. Donc, si on en arrive là aujourd'hui, Cameroun, en 2025, avec le drapeau que vous connaissez, avec tous les armoiries, avec, voilà, les institutions, tout ce qu'on voit aujourd'hui, avec un pays qui fonctionne, c'est le fruit des siècles de lutte. Pourquoi vous voulez bénéficier des luttes menées par vos grands-parents, vos ancêtres et autres, et vous ne voulez pas faire des sacrifices pour vos enfants qui viendront dans 5 ans, dans 100 ans? Donc vous voulez être des profito-situationnistes, vous voulez être des égoïstes, comme on voit des parents de 70, 80 ans rester chez eux, assis, en train de boire dans les bars, danser, pendant qu'on est en train de kidnapper leurs enfants de 12 ans dans les rues. Bien fusiller vos enfants dans les rues comme des lapins. Vous avez 75 ans, vous avez peur de la mort, plus que vos enfants qu'on est en train de tuer qui n'ont que 20 ans, 25 ans. Vous êtes une génération de la honte. C'est comme ça que ça s'appelle. Une génération de la honte. Voilà ce que ça signifie. Donc vous voulez venir profiter d'une lutte. Quand tu te lèves aujourd'hui à l'ouest, tu vas à Douala, tu as oublié que hier, de l'ouest à Douala, il fallait payer un laissez-passer. Tu as oublié que peut-être pour partir de Bolova, pour arriver au centre, pour arriver peut-être à Boya à l'époque, il y avait des barrages, il fallait payer un laissez, il fallait avoir un laissez-passer. Quand les Français sont arrivés, les Anglais et tout le reste, ils ont bloqué le pays. Ils ont créé des routes, pas pour nous, Camerounais. Les routes qu'ils ont créées, c'était des routes qui partaient des lieux d'exploitation pour le port de Douala. Juste pour acheminer leurs matières premières vers l'Occident. Donc, ils n'avaient pas fait ces routes-là pour nous. Mais nos parents se sont battus. Ils n'ont jamais lâché. Ils se sont battus, ils n'ont jamais lâché. On essaie de tapoter sur TikTok, on essaie d'envoyer le maximum de likes et de cœurs. Donc nous sommes venus à un moment, on a aussi
profiter de ces mouvements-là pour avoir les petites routes, les premières routes. Les routes allaient dans des centres-villes. Les premiers hôpitaux étaient des hôpitaux où il y avait des quartiers des Blancs à Douala, des quartiers des Blancs à Yaoundé, les premières routes qui allaient par là-bas, les premiers goudrons, les premiers beaux bâtiments et tout le reste de ce qu'on va appeler la civilisation moderne actuelle. Ceux qui enseignaient avant dans nos écoles, c'était des Blancs. Pour que ces Blancs-là partent, il a fallu que nos parents se battent pour avoir leur place, qu'ils soient aussi formés. Beaucoup de Blancs qui sont venus coloniser sont partis. On a obtenu notre indépendance. Pour qu'on obtienne cette indépendance, les gens sont morts. Les gens sont allés en prison. Il y avait Mantoum, il y avait Tcholire, il y avait il y avait Yoko, il y avait Mokolo, il y avait des prisons partout. Les gens sont allés en prison. Les gens ont été pendus. Les gens ont été killés sur l'ensemble du territoire pour qu'on ait le Cameroun actuel qui s'appelle 237 là. Les gens vont en Coupe d'Afrique, ils gagnent, les Lions ont gagné, on est content, on représente aujourd'hui un pays. Mais pour qu'on soit ce pays-là, les gens sont morts, les gens ont payé le prix lourd, les gens ont fait des sacrifices. Maintenant, on a une génération de oisifs, une génération d'égoïstes qui dansent et balancent les fesses et balancent les seins sur TikTok, ça s'arrête là. Voilà la génération actuelle. Et quand on leur dit, mettez votre petite part dans la lutte que nous menons pour la libération de notre pays, certains disent que non, nous on va avoir nos jours, on veut boire, on veut manger, c'est quoi votre problème avec les villes mortes? C'est-à-dire qu'il n'a pensé qu'à lui. Or, si on arrive à libérer le pays, on arrive à chasser bien et commencer à reconstruire, nous allons reconstruire un beau pays dans l'intérêt de tout le monde. Il ne va plus avoir ce qu'on appelle des axes lourds, mais on aura des autoroutes à perte de vue. On aura des hôpitaux de référence partout. On aura des écoles sur l'ensemble du territoire. On aura des centres de formation. Nos enfants vont apprendre des métiers. On va créer des emplois pour eux. Ils vont créer leur propre emploi. Pourquoi? Parce qu'ils auront été formés. Ce que nous voulons, c'est le bien pour tout le monde, pour tous les Camerounais. Voilà ce que nous recherchons à travers les villes mortes. Il faut fragiliser le système, essayer de casser le système en place. Parce que Tiroma, quand il fait ça, à l'international, on sait qu'il a une crédibilité parce que les organisations internationales sont basées au Cameroun. Ils ont des antennes sur place, elles ont des antennes sur place qui observent et qui font des rapports et qui envoient. Mais finalement, Biya n'a pas été reconnu à l'international. Il n'y a personne qui a félicité Biya. Quand je parle de personnes, on parle des pays sérieux. C'est la France, c'est l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, la Chine et toutes ces grandes puissances. Personne n'a félicité Biya. Personne. Vous avez des États, des micro-États croupillons qu'on peut avoir un peu partout. Il y a 2-3 pays qui ont dit, bon, on félicite Paul Biya. Ça s'arrête là. Contrairement à 2018 où il avait été félicité par presque, vous voyez. Mais là, le MRC, les activistes, le président Kamto et tous ces gens-là, on a fait un travail formidable pendant 7 ans. Ils ont eu le temps de voir que le peuple est en train de se battre. Ils ont eu le temps de voir que nous avons sensibilisé. En 7 ans, on a inscrit des millions de Camerounais sur les listes électorales. Le Camerounais, cette fois-ci, avant quand on votait, on rentrait à la maison. Le président Kamto a dit ne rentrez plus à la maison. Maintenant, là, on vote, on surveille nos votes jusqu'à la sortie. Et nous avons amplifié ce message-là pendant 7 ans. On est allé, on a voté. Issa Tiroma a gagné. On a refusé de lui donner le pouvoir. Bon, maintenant, pour montrer à Paul Biya que lui, il a une légitimité sur le plan international, parce que Biya ne peut lancer aucun mandat international contre lui, puisqu'il est le président légitime. Ce n'est pas un simple citoyen camerounais. Non, 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 ce n'est pas un citoyen lambda. Tiroma n'est pas un voyou. Non, c'est celui qui a gagné les élections dans notre pays. Et donc, quand il va à l'étranger, même en Gambie où il est gardé en tant que président de la République du Cameroun. Parce que celui qui est en place là, c'est un usurpateur. Voilà ce que ça signifie. Parce que si c'était un simple voyou qui avait créé une guerre quelque part, il a fui, on l'aurait déjà extradé depuis longtemps, on l'aurait envoyé au Cameroun. Mais c'est parce qu'il a une légitimité sur le plan international que les gens ne peuvent pas se permettre tout et n'importe quoi. Et donc, Tiroma, pour montrer donc à l'international que j'ai un pouvoir sur le peuple camerounais. Le peuple camerounais m'a confié ce pouvoir, m'a confié un mandat. Alors j'ai un impact encore sur les populations. Ok, vous voulez voir ce que je suis, ce dont je suis capable? Ok, voilà ce que je vais faire. Je vais lancer les villes mortes pendant 3 jours et mon peuple va respecter. Parce que ce peuple-là me reconnaît comme son président.
Et donc, il lance les villes mortes. Il avait lancé 3 jours, il a lancé 1 jour, il a lancé et tout. Voilà les villes mortes encore. Un peu partout, les gens ont garé leur voiture. Un peu partout, les gens ont arrêté. Ils ont fermé leur boutique. Ils sont restés à la maison. D'autres, parce qu'ils le veulent, ils le font par patriotisme, une façon pour eux de contribuer au changement. Il y a d'autres qui le font parce qu'ils sont contraints, parce qu'ils savent que s'ils ouvrent les boutiques, on va casser les bêtises. Il y a des gens dans leur tête, ils veulent ouvrir, mais ils n'ont pas le cœur d'ouvrir parce qu'ils savent que s'ils ouvrent, on va casser les bêtises. Donc, ça met en branle ici quoi? Tout un système. Qu'est-ce qui va se passer? Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, ces gens hautains, arrogants, qui insultent les Camerounais, les méprisent au quotidien. Quand on va dans leur bureau, on prend un rendez-vous avec eux, on peut même traîner là-bas pendant 2-3 semaines sans jamais les rencontrer. Ça donne la possibilité ici maintenant aux gens d'aller rencontrer, de rester sur place, je vais dire, et de rencontrer les gens souvent derrière qui on marche pendant des semaines au bureau sans les rencontrer. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu as des généraux, je vais dire des gouverneurs, tu as des préfets, des sous-préfets, tous ces gens-là qui courent dans les marchés, comme on a vu à Tangandi, à la Bafoussam distribuer le carburant aux gens. Mais en temps normal, si ce n'était pas les villes mortes, si ce n'était pas pour calmer les populations, parce qu'ils savent qu'ils ont volé les élections, tu peux voir à Tangandi à quel moment avoir le temps d'un simple Benskinner. Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Voilà Ferdinand Ngongo, son chauffeur a pris sa voiture, il a renversé 10 personnes. On est déjà passé à 7 morts. On est déjà à 7 morts. Et il y a un jeune membre de ma famille dans cette histoire. La famille en ce moment est en train de pleurer. Il a fait 7 morts déjà. Donc sur les 10, il a écrasé 10. Il y a 7 qui sont déjà, 7 personnes déjà mortes. Et 3 encore survivants qui sont en train de se battre. Le chauffeur a fui. Personne ne peut ouvrir sa bouche parce que c'est Ngongo qui dirige tout le pays. Dès que tu t'entends te dire attention, c'est un dossier, c'est Ngongo qui est derrière, tu parles, tu finis en prison. Voilà le Cameroun dans lequel on vit. Voilà les injustices dans lesquelles on vit. Parce qu'ils ont pris le contrôle de tout, ils contrôlent tout. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux jamais voir Ngongo dans les rues, mais il était obligé de se déplacer, aller rencontrer les populations dans le nord parce que ça chauffait. Donc, quand tu vois Tiroma faire cette pression avec les villes mortes, c'est fait exprès. L'objectif ici, c'est quoi? C'est de mettre le système en péril, c'est de fragiliser, n'est-ce pas, les bases, les fondations. Au fur et à mesure, pied après pied, on casse jusqu'à faire écrouler tout le système. Donc, toi, en tant que Camerounais, tu te dis, ok, on veut un pays meilleur pour tout le monde. Tu dois commencer par participer. Participer, c'est quoi? C'est rester chez toi. Les gens sont descendus dans les rues, ils ont été killam. Les gens maintenant restent chez eux, on fait les villes mortes pour fragiliser les villes. C'est comme ça. C'est ça l'objectif. Donc toi, Camerounais, qui penses que si tu sautes seulement 3 jours sans travailler, tu vas mourir. Non, la vie ne s'arrête pas là. Fais le sacrifice pour maintenant, pour avoir une vie meilleure plus tard. Si tu vas atteindre un objectif, tu veux te concentrer, tu veux construire une maison. Tu dois te dire, bon, si je veux construire une maison, je dois revoir de fond en comble mon mode de vie. Ok, je dois mettre des sous de côté. Cela veut dire qu'au lieu de 3 bières, 4 bières, maintenant je veux boire plutôt une bière. Le porc braisé, tout ça avec le bon piment et tout, quand je prenais 2000 francs avant, ok, c'est parce que je n'avais pas de projet. Maintenant que je veux construire une maison, je vais prendre plutôt celui de 500 ou 2000 francs maximum. Je vais épargner un peu plus. C'est-à-dire que je veux me priver, je ne vais plus en vacances. Je veux me priver, je ne fais plus ceci. Je veux me priver, je ne fais plus cela. Parce que je vais atteindre un objectif. Je vais acheter mon ciment, acheter mon terrain, acheter mon ciment, acheter mes trucs, acheter les fers, acheter ceci pour construire ma maison. C'est ce que, par exemple, si je prends un exemple simple sur le Beaux-Arts, je me dis, moi, je vais aller en bain. Ce n'est pas ce que je conseille aux gens. Je ne peux que prendre un exemple sur moi. Soit tu restes à Casablanca, à Marrakech, tu fais ta vie en étant propre, c'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu es propre,
tu es bien sapé, tu manges bien, tu es propre, tu mets l'huile sur toi et tout, et tout, et tout, tranquille. Mais tu vas rester au Maroc. Soit à un moment, tu acceptes de descendre dans la forêt, c'est-à-dire tu seras sale, tu vas vivre avec les poux sur toi, des jours sans te laver, des sales vêtements, tu vas manger des trucs parfois pas très propres, tu vas vivre dans un environnement avec des gens qui sentent, tu vas dormir avec des gens qui font une semaine sans se brosser les dents, tu dois être dans des environnements avec des gens, il y aura un mélange forcément, mais tu es obligé de faire ça, d'accepter, de supporter ces conditions-là, parce que tu vas atteindre un objectif. C'est ce qu'on demande aux Camerounais. Voilà encore les mêmes gens, ils s'appellent Nze Boulou. C'est les mêmes. Accepter que Paul Biya a gagné. Paul Biya a gagné avant qu'on entende de qui l'âme les gens qu'on a gagné. Donc les gens ont voté pour toi à 54%. Tu sors les armes de guerre dans les rues partout pour qu'il aime les gens qui ont voté pour toi. C'est les mêmes gens, les Boulous. Je vous ai dit les Boulous. Après le départ de Paul Biya, vous allez voir le miracle au Cameroun. Continuez vos bêtises. Vous êtes content maintenant parce que votre frère du village est encore au pouvoir. Paul Biya n'est pas éternel, il tombera. Et vous verrez le traitement que les gens vont vous réserver plus tard. Les gens maintenant ont encore peur parce que Biya est là. Donc votre parapluie qui vous sauve encore, c'est Paul Biya. Après ça, vous allez voir ce qui va vous arriver au Cameroun. Vous allez voir comment les gens vont vous mépriser, comment les gens vont vous traiter, comment les gens vont vous mettre à l'écart. Parce que pendant 43 ans, vous avez nourri, vous avez passé votre temps à mépriser les autres Camerounais qui ne sont pas comme vous. Tu dis accepter que Paul Biya a gagné, alors qu'on a vu partout que Paul Biya a perdu. On a vu partout que Paul Biya a envoyé ces gens falsifier les PV devant tout le monde. On dit 150 voix Tiroma. Quelqu'un va se prendre le PV, les vrais PV. Il s'assoit dans un bar. Pendant qu'il est en train de boire ses bières, il falsifie. Il prend le doigt comme ça. Il trempe dans le truc toute la journée, toute la nuit. Il est là, il trempe. Il trempe, il trempe, il trempe. Donc, il fait des faux PV devant tout le monde. Il s'enferme d'autres dans des chambres pour falsifier les PV. On vient maintenant dire que non, ce n'est plus 150 voix Tiroma. Tiroma a eu 12 voix. Paul Biya a plutôt eu 150 ou 140 voix. C'est ça que tu viens de dire que Paul Biya a gagné parce que tu soutiens ton frère du village. Il a 93 ans, il va partir. Toi qui es jeune, tu n'as rien profité de son système, mais tu t'appelles Zé. Demain, tu vas te trouver dans une situation, on va te rappeler que c'est vous les Boulous. Et tu seras en train de pleurer. Tu vas oublier que tu venais sur les réseaux sociaux insulter les gens en disant que Biya, Ayop, il a gagné. Riez maintenant parce que c'est votre temps. Il y avait les nordistes aussi à l'époque qui méprisaient beaucoup. Il y avait des nordistes qui étaient des zélés, qui soutenaient Ahidjo, qui étaient des zélés de Ahidjo. Si on leur avait dit un seul jour, je dis bien si on leur avait dit un seul jour qu'ils seraient dans des situations inconfortables, où le Grand Nord est devenu ce qu'il est aujourd'hui, personne n'allait croire. Biya est venu en 43 ans, le seul goudron qui reste encore, le peu qui reste dans le Grand Nord, c'est ce que Ahidjo avait laissé. Biya n'a rien fait dans le Grand Nord, il a détruit le Grand Nord, systématiquement, progressivement. Il a accentué les tensions et les divisions dans le Grand Nord. Voilà, les mêmes gens, ils s'appellent, c'est Biloa ou c'est quoi, ils ont les noms, toujours les noms, on sait que c'est toujours les mêmes gens. Voilà. Voilà une autre racaille que je dois bloquer. Dans tout le pays, mais pratiquement la plus grande partie c'est le Grand Nord. C'est la région la plus pauvre du Cameroun. Bonjour Fibana, hola, ¿qué tal, guapa? Aquí, muy bien, en París. Buen domingo. Vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est les mêmes boulots. Ils sont là, en train de déranger. Biya va partir. Vous allez voir quelque chose. Nous sommes les courageux, c'est-à-dire que nous sommes ouverts. Nous, on parle parce que nous, on s'est dit les choses. Nous, on n'a pas la langue dans la poche. Je suis un homme de la parole orthogonale, de la parole virile. Donc quand je parle, je ne sais pas, je ne veux pas savoir si les gens sont contents ou ils ne sont pas contents.
Je suis la voie de la vérité et de la justice. Que les gens haineux, les injustes ne soient pas contents, ce n'est pas mon problème. Je m'en moque complètement. Mais dans l'histoire, je vous ai expliqué les choses très simplement. Ça s'est passé comme ça. Les peuples qui avaient passé le temps à mépriser les autres. On a vu ce que ça a fait au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus. On a vu ce que ça a créé en Éthiopie. Quand on a vu les populations qu'on appelle les populations des Tigréens, qui pendant 31 ans au pouvoir avaient leur frère qui s'appelait Meles Zenawi. Il a pris le pouvoir. Les Tigréens étaient très contents parce que ce sont eux qui avaient tous les avantages du pays, à tous les postes clés de l'administration. Ce sont eux qui commandaient les autres, comme Paul Biya fait. Meles Zenawi est parti. Les populations maintenant de chez eux sont en train de subir. Et quand il y a Abiy Ahmed qui est Oromo qui est arrivé au pouvoir en tant que Premier ministre, les Tigréens n'ont pas supporté parce que pendant longtemps, ils avaient une hégémonie sur les autres. Ils ont dit non, nous on veut diviser le pays, nous on va prendre la Tigré, on va créer notre pays. Ils ont voulu créer un état jupitérien qui s'appelle la Tigré. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, ils ont été habitués à commander les autres. Comme les Boulous aujourd'hui, ils appellent Makarna un coup de fil, on règle un problème. Il ne comprend pas que peut-être quand Biya partira, forcément, pour qu'il règle un problème, si la capitale maintenant c'est Ngaoundéré ou la capitale est à Boya, il va traverser Yaoundé pour venir là-bas pour un problème. Il n'y aura plus le Makarna. Tu vas faire la queue comme tout le monde. Tu vas supporter la même douleur que les autres subissent maintenant. Tu vas savoir c'est quoi quitter ta zone, aller ailleurs où tu parles ton boulot. Personne ne t'écoute. Il y a des cas en Afrique. Hein. Paul Biya, c'est le meilleur président en Afrique. D'accord. Bloqué. Voilà. Je peux prendre l'exemple dans plusieurs pays. Hein. Je peux prendre beaucoup d'exemples. Je vais prendre des exemples un peu partout en Afrique. Il faut faire très attention à ce que vous êtes en train de faire. Donc, le but pour moi ici, c'était d'expliquer la nécessité, l'importance, n'est-ce pas, de se lever, faire le minimum. Ça n'a pas de petits sacrifices. Moi, je fais ma part de sacrifice depuis beaucoup d'années. Fais un peu ta part, l'autre fait un peu sa part, l'autre fait un peu. Ça va donner, tout simplement, ça va concourir, ça va apporter le changement que nous attendons tous. Il ne peut y avoir changement s'il n'y a pas de sacrifice. Tu ne peux pas atteindre un objectif qui est grand si tu n'as pas souffert. Tu ne peux jamais atteindre un objectif grand si tu n'as pas fait vraiment ce qu'il faut. Alors il faut faire des sacrifices. Alors il faut se bouger. Se bouger, c'est quoi? Se dire, ok, bon, voici ma part de contribution. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, ça ne sert à rien. Mais alors vraiment, ça ne sert à rien. Donc essayons d'apporter ce que nous pouvons. Allez-y, partagez, soutenez toutes ces initiatives-là, nationales en ce moment. On y va, on partage, on soutient, on partage, on soutient, on partage, on soutient. Voilà, je voulais passer ce message comme ça. Voilà, ce message matinal. Là, je vais regarder mon émission Téléfoot avant d'aller me reposer un peu. Je m'avais joué mon 2-0 tout à l'heure. Voilà. Merci à vous, hein. Très bonne journée. Bonjour les leaders. Bonjour. Vicente, votre image du jour, c'est une touche. Oui.